Imaginez un instant le tableau de bord d'une immense salle de contrôle chargée de surveiller le trafic maritime mondial. Ouais, le genre d'endroit où tout clignote tout le temps. C'est ça, exactement. En temps normal, la majorité des voyants s'allument et s'éteignent à un rythme hyper prévisible. Un cargo qui passe par ici, un petit exercice militaire de routine par là, c'est, disons, le bruit de fond habituel de la géopolitique. Le ronronnement quotidien, quoi. Voilà. Mais là, soudainement, dans une zone très concentrée de l'Asie de l'Est, tous les voyants de sécurité se mettent à clignoter en rouge en même temps. Et avec une intensité qui sature presque les écrans. Et c'est là que les réseaux sociaux s'emballent en général. Ah bah c'est la panique immédiate en ligne. C'est pour ça que l'objectif de cette mise à jour du renseignement Stylo News de ce matin, ce 5 mai 2026, c'est justement de regarder ces voyants clignotants avec la froideur analytique d'un horloger, sans céder à la panique. C'est une approche cruciale, surtout parce que la région concentre en ce moment des déclarations politiques assez incendiaires, il faut le dire, des revendications territoriales complètement opposées et des déploiements navals massifs. Donc on va vraiment s'appuyer sur les faits. Tout à fait. L'analyse factuelle des rapports de renseignement, c'est ce qui permet de séparer le signal du bruit. On n'est pas là pour juger de qui a tort ou raison, mais pour décortiquer la mécanique de leur stratégie. Très bien. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je rappelle à ceux qui nous écoutent que ce programme est propulsé par ProWave AI, la société derrière Stylo Intellops. Notre outil de renseignement open source par intelligence artificielle. Exactement. Et Stylo News, qui est la version commerciale, disponible sur le web et les applications mobiles. Donc on a analysé 2 semaines de données diplomatiques, militaires et satellitaires, et l'image est très nette. Le point de départ de cette escalade, c'est l'exercice militaire Balikatan 2026. C'est le déclencheur de la séquence actuelle, oui. Sur le papier, ça ressemble à un entraînement classique aux Philippines. Mais quand on regarde les chiffres rapportés, enfin plus de 17 000 soldats impliqués, et surtout qui est présent, on voit bien que quelque chose a fondamentalement muté. L'ADN même de l'exercice a changé. Historiquement, Balikatan, c'est une affaire strictement bilatérale entre les États-Unis et les Philippines. Une sorte de face-à-face habituel. Voilà. Or, les données actuelles montrent un élargissement spectaculaire. On a la France, l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande qui participent. Ah oui, ça fait du monde. Ouais, mais le vrai changement de paradigme, le fait marquant, c'est la présence du Japon. Tokyo a déployé environ 1400 militaires, des unités amphibies très spécialisées et des systèmes de missiles. Attendez, le Japon, Mhm. avec des unités amphibies. Il faut quand même rappeler le contexte pour notre audience. Le Japon a une constitution traditionnellement pacifiste depuis l'après-guerre. C'est pour ça que c'est énorme. Envoyer 1400 soldats s'entraîner à défendre une plage étrangère, c'est pas juste une petite formalité diplomatique, c'est historique. Et je lis dans les rapports qu'il y a des tirs réels de systèmes HIMARS. Pourquoi cet équipement précis? Alors le système HIMARS, c'est un lance-roquettes multiple monté sur un camion blindé. Sa vraie force, sa doctrine d'utilisation, c'est ce qu'on appelle tirer et disparaître. Donc la mobilité avant tout. C'est ça. Il peut lancer des frappes de précision dévastatrices contre des navires qui approcheraient des côtes, puis il change de position en quelques minutes, bien avant que l'adversaire puisse riposter. D'accord, donc s'entraîner avec ça sur les côtes de l'île de Palawan ou de Luçon, c'est un message clair. Très clair, c'est démontrer la capacité à verrouiller un détroit et à repousser un débarquement ennemi. Ce qui m'amène à une question évidente sur le timing. Pourquoi forger cette coalition multinationale et sortir l'artillerie lourde maintenant, en mai 2026? Les notes de renseignement nous donnent une piste fascinante. Ça vient d'un témoignage récent devant le congrès de l'amiral Samuel Paparo. Celui qui dirige le commandement américain pour l'Indo-Pacifique. Exactement. Et il donne une clé de lecture qui est liée à des événements situés à des milliers de kilomètres de là. Il a expliqué que, mathématiquement, la logistique militaire américaine est siphonnée par d'autres théâtres d'opération. Il parle du Moyen-Orient, j'imagine. Ouais, les tensions prolongées au Moyen-Orient, notamment la crise avec l'Iran dans le détroit d'Ormuz, tout ça absorbe une quantité massive de navires, de munitions et tout simplement d'attention stratégique de Washington. Donc, si je comprends bien, l'intégration du Japon et des autres nations dans Balikatan, c'est une façon de partager le fardeau. C'est exactement ça. Puisque les États-Unis ne peuvent pas être partout avec la même intensité, ils poussent leurs alliés à être plus opérationnels entre eux. Le but, c'est de maintenir une dissuasion crédible en Asie pendant que Washington regarde un peu ailleurs. C'est fascinant de voir comment tout est connecté. Mais du coup, si l'alliance s'élargit et montre ses muscles, ça crée mécaniquement une pression sur la Chine.
C'est comme aux échecs, la LURSR doit répondre. Et la réponse de Pékin ne s'est pas fait attendre. L'imagerie satellitaire nous montre un déploiement matériel vraiment impressionnant. Ouais, les rapports parlent d'un navire flambant neuf, le type 076, baptisé le Sichuan. Les données le décrivent comme un navire d'assaut amphibie équipé de catapultes électromagnétiques. Qu'est-ce que ça change techniquement parlant? Ça change beaucoup de choses. La catapulte électromagnétique, c'est un saut technologique majeur par rapport aux vieilles catapultes à vapeur. Ça permet de lancer des aéronefs beaucoup plus lourds, beaucoup plus vite. Sans trop abîmer le matériel en plus. C'est ça, la contrainte mécanique est moindre. Et dans le cas du Sichuan, ça veut dire qu'ils ont la capacité de lancer de très grands drones de combat, pas juste de petits hélicoptères de reconnaissance. Donc ce n'est plus juste un navire d'assaut, c'est carrément un porte-drone. Un porte-drone capable de projeter une force aérienne redoutable loin des côtes continentales chinoises. Et ce n'est pas tout. Ah, il y a autre chose. Oui, l'armée populaire de libération a aussi déployé ce qu'ils appellent la Task Force 107, juste à l'est de l'île de Luçon. Et là, on parle d'exercices à balles réelles. Mené par un destroyer de classe 050, c'est bien ça? Un monstre de 10 000 tonnes? C'est un des navires les plus lourdement armés de leur flotte. Et pourtant, il y a un truc qui m'échappe. Dans presque tous les documents d'analyse qu'on a lus, on parle constamment de, je cite, « tactique de la zone grise » pour décrire l'approche chinoise. Ouais, c'est le terme consacré. Mais comment on peut appeler ça une zone grise? On a des tirs à balles réelles, des destroyers géants, un porte-drone expérimental. C'est plus gris du tout, c'est rouge écarlate. Je comprends la confusion. Mais en fait, le concept de zone grise ne se réfère pas à la taille de vos armes, mais au seuil de déclenchement d'une guerre officielle. C'est-à-dire? Imaginez une partie de poulet de face à face automobile entre une petite citadine et un bulldozer. Le bulldozer avance très lentement. Il n'accélère pas brutalement, il ne tire pas de coup de feu. Mais il est énorme. Voilà. Et par sa simple masse, sa présence constante, il oblige la petite voiture à reculer si elle ne veut pas se faire écraser. Du point de vue de Pékin, ces manœuvres sont une défense légitime de leur souveraineté face à ce qu'ils perçoivent comme une ingérence étrangère. Donc en saturant l'espace maritime avec ces mastodontes, ils normalisent leur présence. Exactement. Il modifie le statu quo par la force de l'inertie. Et tout ça sans jamais franchir la ligne rouge qui justifierait, légalement, une riposte militaire des Alliés. D'accord, je vois l'idée du bulldozer. Mais pour manœuvrer sans déclencher d'étincelles, ils utilisent aussi des outils beaucoup plus subtils. Les rapports de Stylo Intellops mettent en évidence un usage massif de la milice maritime chinoise. Oui, c'est un point fondamental. On a repéré plus de 241 de ces navires opérant quotidiennement dans la zone. Mais comment une flotte de pêcheurs, même financée par l'État, peut représenter une menace face à des marines de guerre professionnelles? C'est brillant d'un point de vue asymétrique. C'est l'exploitation parfaite des failles du droit international. Ces bateaux ressemblent à des chalutiers ordinaires, mais ils naviguent en essaim, souvent pour bloquer un récif ou harceler un navire adverse. Et la marine en face ne peut rien faire? Le problème, c'est le déni plausible. Un navire de guerre américain ou philippin obéissent à des règles d'engagement très strictes. Si vous ouvrez le feu sur un bateau classé comme civil, même s'il agit de façon agressive, Ça devient un crime de guerre. c'est perçu mondialement comme une agression non provoquée. Donc cette milice paralyse littéralement les flottes régulières en se cachant derrière son statut civil. C'est redoutable. Et toutes ces manœuvres, les destroyers, les milices, les avertissements, tout ça nous amène inévitablement au sujet qui obsède la communauté internationale. L'invasion de Taïwan? C'est ça. C'est la grande question. Est-ce que c'est imminent ou pas? Et là, c'est très intéressant parce que les évaluations quotidiennes compilées fin avril et début mai 2026 sont formelles. Oui, l'évaluation conclut qu'une attaque à grande échelle ou immédiate est improbable à court terme, avec un niveau de confiance moyen. Et ça tranche radicalement avec l'hystérie qu'on voit un peu partout. Comment les analystes peuvent-ils être aussi rassurants face à tout ce matériel militaire déployé? Parce que dans le renseignement, ce qu'on ne voit pas est souvent plus important que ce qu'on voit. Vous parlez des indicateurs absents. Exactement. Pour envahir Taïwan, il faudrait monter une opération de débarquement amphibie tellement massive qu'elle ferait passer le débarquement de Normandie pour un entraînement de week-end. Et ça, à l'ère des satellites commerciaux, ça ne se cache pas. Quels sont ces indicateurs qu'on devrait voir et qu'on ne voit pas? Le premier truc, c'est l'absence de réquisition massive de navires Ro-Ro. De navires Ro-Ro, c'est quoi exactement? Les navires Roll-on, Roll-off, ce sont ces immenses ferries civils qu'on utilise pour transporter des voitures ou des camions. La marine chinoise n'a pas assez de navires d'assaut purement militaire pour bouger des centaines de milliers d'hommes et de blindés.
Donc ils auraient besoin des civils. Ils seraient obligés de réquisitionner des milliers de ces ferries, de les modifier, de les rassembler dans les ports du Fujian. Et nos satellites verraient ces bateaux disparaître de leur route commerciale habituelle du jour au lendemain. Ce n'est pas le cas. Très clair. Il y a d'autres choses qui manquent à la pale. Oui, la logistique de survie. On ne voit aucune campagne exceptionnelle de collecte de sang à l'échelle nationale en Chine. Pas de stockage massif de carburant d'urgence vers les côtes non plus. Parce que le sang, ça périme vite, on ne peut pas le cacher dans un hangar pendant des mois. Exactement. Sans réserve de sang fraîche et sans carburant massé au bon endroit, une invasion imminente est mécaniquement impossible. Ce qui est dingue, c'est le décalage avec les réseaux sociaux. Sur des plateformes comme X, c'est l'explosion de mots dièses qui prédisent la Troisième Guerre mondiale pour demain matin. Les gens s'affolent au moindre mouvement d'un bateau. C'est un décalage fabriqué. C'est ce qu'on appelle la guerre cognitive. C'est-à-dire qu'on manipule l'information? Oui, quand un diplomate comme Wang Yi déclare que Taïwan est le plus grand risque pour les relations mondiales, il utilise une rhétorique maximale. L'idée n'est pas d'annoncer qu'ils vont débarquer demain. Le but, c'est d'influencer la psychologie des décideurs. Faire peur pour obtenir des concessions? Voilà, vous inondez l'espace médiatique de scénarios apocalyptiques pour créer de l'anxiété, de la fatigue. Vous espérez que l'opinion publique occidentale finira par dire « bon, laissons tomber, ça ne vaut pas une guerre nucléaire ». C'est de la paralysie par l'anxiété. Sauf que Taïwan, de son côté, ne reste pas passif. Les rapports notent un événement diplomatique très rare. La ministre taïwanaise du Conseil des Affaires océaniques, Quen Biling, s'est rendue sur l'île de Taiping, ou Ituaba. Une visite à ce niveau de responsabilité, c'est une première depuis 7 ans, oui. Elle est allée superviser un exercice des gardes-côtes. Donc c'est une manière très claire de dire « Écoutez, malgré tout le bruit que vous faites autour de nous, nos institutions fonctionnent et on exerce notre souveraineté. » Tout à fait. Et ça rejoint les projections de Stylo Intellops sur la suite des événements. Puisqu'un débarquement est logistiquement hors de propos pour le moment, l'objectif chinois va se porter sur l'isolement de l'île. Un étouffement progressif. C'est le scénario le plus probable. Des inspections douanières agressives en pleine mer, des quarantaines partielles qui ne déclareraient pas officiellement, ou même des coupures de câbles sous-marins et des cyberattaques. Toujours pour rester en dessous du seuil de la guerre ouverte. Toujours la zone grise, asphyxier l'économie taïwanaise à petit feu. C'est une stratégie très macroéconomique, très abstraite, mais quand on se plonge dans les données, on voit bien que cette géopolitique de haut vol a des conséquences ultra concrètes et parfois même surréalistes ou écologiques sur le terrain. Vous pensez à l'incident du récif de Rané? Ouais, l'histoire du cyanure. Les Philippines affirment que des navires chinois auraient déversé des quantités industrielles de cyanure près du récif. Le but supposé de cette manœuvre serait de détruire intentionnellement les coraux. Pour ruiner les zones de pêche traditionnelles, c'est ça, hein? Parce qu'il y a des soldats philippins isolés sur un vieux navire échoué là-bas, et ils ont besoin de pêcher pour survivre. Exactement. Il faut tout de même préciser que Pékin rejette catégoriquement ces allégations de terrorisme écologique. Ils accusent Magnier de fabriquer cette crise de toutes pièces pour attirer la sympathie internationale en vue d'un arbitrage légal. Bien sûr. Mais indépendamment de savoir si le cyanure a vraiment été déversé ou non, ça montre que l'environnement lui-même devient une arme. L'attrition par la destruction écologique. Affamer une garnison sans tirer une seule balle, c'est la continuité parfaite de la zone grise. Et face à cette attrition, on a des réactions civiles incroyables. Les rapports soulignent l'initiative du groupe philippin Atinito. Oui, ça veut dire « ceci est à nous ». Ils ont mené leur 4e mission de ravitaillement vers l'île de Pagasa. Il faut vraiment s'imaginer la scène. Des citoyens normaux, des civils, qui chargent de la nourriture et du carburant sur des jet skis. Et qui partent affronter la mer de Chine méridionale. Voilà, avec leur drapeau national à la main. Et face à eux, on a les immenses navires en acier des gardes-côtes chinois. C'est l'image même de la collision entre la géopolitique mondiale et la résistance citoyenne. Le jet ski contre le destroyer. C'est une image puissante, mais elle illustre surtout la vulnérabilité intrinsèque de ce qu'on appelle la première chaîne d'îles. Cette ligne qui part du Japon, qui descend sur Taïwan et les Philippines, jusqu'à l'Indonésie. Exactement. C'est la barrière naturelle qui enferme en quelque sorte la marine chinoise. Et l'incident du jet ski montre une faille asymétrique dingue. Une puissance militaire colossale peut être paralysée par un simple bateau de loisirs. Parce qu'ils ne peuvent pas lui tirer dessus? S'ils détruisent un jet ski civil non armé, le coût politique est catastrophique. Et surtout, ça pourrait activer les traités de défense mutuelle avec les États-Unis. Le civil philippin joue littéralement avec cette contrainte légale pour tenir tête à l'arsenal militaire.
C'est d'un courage absolu, mais le risque d'accident est terrifiant. Un ancien vice-commandant de l'armée philippine a tiré la sonnette d'alarme sur un chiffre qui m'a glacé le sang. Les travailleurs expatriés? Ouais. Il y a actuellement 180 000 ressortissants philippins qui vivent et travaillent à Taïwan. 180 000. Si un de ces jeux du chat et de la souris sur l'eau tourne mal, comment on évacue une population pareille d'une île sous blocus? C'est le cauchemar logistique absolu. Et ça touche au cœur du véritable risque dans cette région. Ce n'est pas une guerre planifiée alors. Non, le péril immédiat, ce n'est pas un ordre d'attaque soigneusement préparé à Pékin. C'est l'étincelle imprévue. Une collision en pleine nuit entre un chalutier et un garde-côte, un tir qui part par erreur pendant un exercice, Dans un espace saturé d'armes, complètement saturé. Le moindre petit incident local peut enclencher une escalade militaire incontrôlable juste par le jeu des alliances. ce qui amène forcément à la question de l'impact global. Quelqu'un qui nous écoute depuis l'Europe ou le Canada pourrait se dire que des atolls contestés et des jet-skis aux Philippines, c'est un peu loin de ses préoccupations. Pourquoi ça concerne tout le monde? Parce que ces eaux sont les artères de l'économie mondiale. Rien que ça. C'est la réalité. La très grande majorité des semi-conducteurs avancés, ceux qui font tourner nos téléphones, nos voitures, nos appareils médicaux, passent par cette région où ils sont fabriqués. Et une énorme partie de l'énergie destinée à l'Asie traverse aussi la zone. Donc, si je résume, même sans tirer un missile, une simple quarantaine douanière qui bloquerait les cargos pendant quelques semaines, Ça entraînerait une pénurie technologique immédiate sur tous les continents et une inflation fulgurante. d'accord. Si on rassemble un peu tout ce qu'on a vu ce matin, les données montrent clairement une escalade des démonstrations de force des deux côtés. On a un encerclement stratégique par les alliés américains pour compenser la dispersion de leur propre flotte. Et en face, la Chine qui perfectionne sa coercition de zone grise avec des drones, des destroyers et des milices civiles. Et même si l'intelligence artificielle estime qu'une vraie invasion de Taïwan est peu probable à court terme à cause de la logistique, la densité militaire sur place rend le risque d'accident, avec des conséquences mondiales, très élevées. En un mot, le statu quo est en train de se fissurer sous le poids de toutes ces armes, même s'il ne cède pas encore. C'est le cadre parfait pour suivre l'évolution de ce dossier complexe. Pour ceux qui souhaitent prolonger cette analyse et rester informés, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Mise à jour du renseignement Stylo News sur vos plateformes d'écoute favorites ou via le lien associé à ce programme. Et pour des actualités à la demande, propulsées par l'IA, vous pouvez visiter stylonews.com. Merci à vous d'avoir apporté votre éclairage sur ces données. C'est toujours apprécié. Le plaisir est pour moi. Déchiffrer ces dynamiques, c'est un peu lire le plan de l'architecture mondiale de demain. Et justement, pour conclure, il y a un dernier point de réflexion qui m'est venu quand vous parliez de la crise au Moyen-Orient. Le fait que les tensions dans le détroit d'Ormuz drainent les ressources de Washington et obligent le Japon à se militariser, ça donne un peu le vertige. Tout est lié. Exactement. On regarde la mer Rouge, l'Europe de l'Est, la mer de Chine méridionale, comme si c'était des crises isolées. Mais au fond, est-ce que ces conflits ne sont pas simplement les fronts invisibles d'une seule et même guerre mondiale? Une compétition acharnée pour contrôler les chaînes d'approvisionnement dont dépend l'humanité. L'avenir nous dira si la carte du monde comporte encore des théâtres régionaux indépendants ou si le grand échiquier est bel et bien devenu un seul champ de bataille interconnecté. Merci à tous d'avoir suivi ce programme et à très bientôt pour un nouveau point de renseignement.